je vérifie juste que tout se passe bien. Ça, c'est les aléas du direct. Là, on est en live, c'est parfait. Donc, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir une invitée pour discuter d'un thème extrêmement intéressant. On va essayer de répondre et de décrypter avec vous une question que de nombreuses personnes se posent au quotidien. Et la question est, perte de poids, la balance est-elle une menteuse? Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Véronique Chouteau, qui exerce donc sur Gif, sur Yvette et sur Rambouillet. Donc, elle est naturopathe. Donc, bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Alors, ravi de partager ce live avec vous. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour répondre à tous nos fans et à toutes les personnes qui se posent beaucoup de questions autour de la perte de poids, de la prise de poids, toutes ces incompréhensions, parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont des fois assez vagues. On nous vend beaucoup de choses qui ne sont pas toujours forcément très intéressantes. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, qu'on sache un petit peu qui tu es? Bien sûr. Donc, comme tu l'as dit à juste titre, donc je suis naturopathe, nutrithérapeute et formée et exerçant déjà depuis une dizaine d'années. Donc, comme tu l'as dit à juste titre, j'ai un cabinet à Gif-sur-Yvette et à Rambouillet. J'accompagne dans de nombreuses situations et qui soient du poids, mais pas que. Le poids fait partie d'une des techniques, effectivement, des situations dans lesquelles j'accompagne. Voilà, j'ai aussi une formation en coaching qui me permet d'accompagner également sur divers plans les personnes qui viennent me rencontrer. Donc, essentiellement, nutrition et phytothérapie, micronutrition aussi. Ok. Petite question que beaucoup de gens se posent. On nous parle de naturopathe, on nous parle de diététicienne. C'est quoi la différence pour mieux comprendre? Alors, déjà, la diététicienne est une personne qui va être formée à accompagner essentiellement, donc d'un point de vue alimentaire. Donc, elle va s'occuper essentiellement d'alimentation, souvent dans des situations pathologiques, et elle va avoir un regard majoritairement, alors c'est très schématique, hein, ça va dépendre des formations des diététiciennes, mais essentiellement sur les calories, les lipides, donc les graisses, les sucres et les protéines, donc sur les grandes familles. Majoritairement. Le naturopathe, il a une vision, je dirais, plus globale, peut-être, de la personne, et on va avoir une approche au niveau de l'alimentation, qui est notre première technique, un peu différente de la diététicienne, avec une utilisation de l'alimentation entre guillemets comme un médicament. Donc, et aller corriger dans les apports alimentaires essentiellement via l'alimentation et chercher des déséquilibres micronutritionnels dans l'alimentation. Et puis, le naturopathe utilise beaucoup d'autres techniques que la diététicienne n'utilise pas, voilà, qu'on ne va pas énumérer ici, puisqu'on est surtout focalisé poids et alimentation. Ok, donc ça c'est un petit peu plus clair pour comprendre. On va parler un peu de nous. Je vais te laisser un petit peu nous expliquer. Donc moi, je suis dans le monde de l'herboristerie, du thé, des plantes. Qu'est-ce que tu viens faire en fait? Pourquoi aujourd'hui le monde des plantes t'intéresse? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve, qu'on s'est croisés? Ah, ben on s'est croisés. On s'est croisés en fait il y a déjà un moment où j'ai découvert en fait toutes les plantes que tu proposais, les thés que tu utilisais. D'ailleurs, je suis en train de déguster un de mes thés préférés chez toi, qui est le chant des oiseaux. Et c'est vrai que j'ai apprécié la qualité des produits que tu proposais et l'éthique qui était importante pour toi
dans les produits et les producteurs que tu sélectionnais. Et pour moi, ça fait partie des choses importantes. Moi, en tant que naturopathe, j'ai besoin aussi d'avoir des produits de qualité et surtout des produits fiables. Et c'est vrai que chez toi, il y a des tas de produits intéressants de cette rencontre. Et puis, inversement, on a échangé et effectivement, quand je t'ai parlé de mon métier, tu as été intéressé à un moment de ta vie pour t'aider et donc faire appel à moi pour t'aider à une situation à laquelle tu avais du mal à trouver une réponse. Voilà, donc disons que nous avons eu un soutien commun dans qui nous a permis donc de continuer à nous fréquenter professionnellement parlant. Voilà. Effectivement, en fait, ce qui est intéressant dans ton métier, c'est que, et c'est là où c'est pas surprenant, c'est que l'univers des plantes est un excellent allié parce que Véronique a cette capacité, en fait, de donner sa place à chaque plante pour chaque besoin et répondre à des besoins et des attentes spécifiques. Et ça, c'est super intéressant. C'est ce qu'on retrouve pas forcément souvent dans l'univers de la plante. Vous achetez un thé, vous achetez une tisane et autres, que ce soit en pharmacie ou autre. Mais vous n'avez pas toujours l'explication ou ça ne cible pas toujours les besoins et les attentes. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisqu'avec Véronique, je viens compléter mon savoir et je suis aujourd'hui en capacité, grâce aussi à nos échanges, de pouvoir cibler des besoins et des attentes avec certaines plantes. Voilà. Et des fois très simples. Je vous parle de la camomille notamment, on en parlera pas. Ouais. Des choses vraiment de base qui permettent de répondre à des besoins et des attentes. Ok, eh bien écoute, je te propose une chose, donc c'est de répondre à une question. Donc, la perte de poids, la balance est-elle une menteuse? Donc, on va répondre je vais te demander de me répondre donc, à une question et on va en faire plusieurs. On va essayer de cibler des questions les plus fréquemment posées. Donc, comment savoir si je suis au bon poids? Puisqu'on constate aujourd'hui que beaucoup de gens vont te dire, moi, je dois faire 80 kilos, je dois faire 90 kilos, je dois faire 76 kilos. Mais en fait, voilà. Donc, disons, on souhaite en savoir plus, c'est comment savoir si je suis au bon poids. On t'écoute. Alors, savoir si je suis au bon poids, c'est effectivement la grande question sur laquelle la majorité des personnes se focalisent et restent focalisées sur le chiffre de la balance. En plus, image qui est souvent, je dirais, perturbée par des calculs et d'un indice, qui est l'indice de masse corporelle, qui va être le censeur, on va dire, de cette situation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indice de masse corporelle? En fait, on fait un rapport entre le poids et la taille au carré, et ça donne un indice. Pour être dans la bonne fourchette, il faut être entre 19 et 25 d'indice. Mais cet indice, il est assez, assez discriminant, puisque il ne va pas s'occuper de savoir si la personne est un homme ou une femme, a un bon squelette, a une bonne masse osseuse, a une bonne masse musculaire. Donc voilà, c'est des éléments qui ne sont pas souvent pris en compte et pas regardés. On regarde la valeur absolue poids. Moi, dans mes consultations, je mesure, j'ai un appareil qui me sert effectivement à vérifier justement la répartition de ce poids. Et une personne qui a un très bon squelette, on ne pourra pas l'enlever. C'est quelque chose de pesant. Et donc, sur cet indice, ça va forcément peser plus. Ça ne veut pas dire que la personne sera en surpoids, mais c'est des indices. C'est des éléments dont il faut tenir compte. Et puis, il faut savoir que certaines ethnies, par exemple, vont avoir une masse grasse peut-être plus importante que d'autres. Les femmes, par rapport aux hommes, ont aussi une masse grasse qui est supérieure. C'est physiologique, c'est nécessaire pour mettre en réserve dans la vue d'avoir un enfant et d'allaiter son enfant, donc d'avoir des réserves. Il y en a encore des fonctionnements qui sont un peu archaïques, on va dire, qui datent de la préhistoire ou de Monsieur Cro-Magnon. Et donc, voilà, il faut avoir la capacité à perpétuer l'espèce. Donc, voilà, c'est la femme qui porte les enfants et qui les allaite. Donc, elle a cette masse grasse qui physiologiquement est un peu plus importante que l'homme, selon l'âge aussi. Donc voilà, il y a de multiples situations qui font que, et c'est vrai que moi j'utilise cet outil qui est l'impédance mètre, qui m'aide
en fait, à avoir une vision plus juste du poids. Puis après ça, il y a à savoir aussi à quel point on se sent bien. Il y a des personnes qui, vous allez voir, très minces, vont toujours se sentir trop grosses, et d'autres qui vous paraissent un peu enrobées et qui sont très bien à ce poids-là. Après, il y a aussi, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, dans quelle situation on se sent bien aussi, ne pas se focaliser que sur l'aspect. Donc, ce que je peux comprendre peut-être, c'est qu'il y a une inégalité entre l'homme et la femme sur la prise de poids ou la perte de poids. Alors oui, il va y avoir une inégalité déjà parce que la femme est beaucoup régie par ses hormones. Et il y a des fluctuations hormonales que les femmes connaissent bien, notamment dans la phase où les femmes sont réglées, qui va provoquer des rétentions d'eau selon le moment du cycle. Et d'ailleurs, je crois que tu as une tisane intéressante avec du gâtillier, de l'alchimie à l'intérieur, qui peut répondre. Le nom m'échappe sur le moment, mais il me semble que tu as ça. C'est la tisane bien-être. Bien-être au féminin. Bien-être au féminin. Ben voilà, donc pour ces femmes, ça peut être effectivement, c'est des moments qui vont faire que il va y avoir une prise de poids sur la balance qui est parfois que de l'eau, ou des femmes qui vont avoir des dérèglements au niveau des œstrogènes qui va faire augmenter la masse grasse. Des équilibres que l'on ne voit pas ou peu chez l'homme. Alors ça arrive chez l'homme. Des fois, les hommes qui ont des chutes de testostérone vont avoir plus de masse grasse et éventuellement un petit peu d'œstrogène qui va prendre le dessus. Donc on voit chez les hommes qui ont des seins, qui ont tendance à prendre du poids, et physiologiquement ça se voit. Mais c'est surtout chez les femmes, et puis le côté thyroïde aussi, qui rentre aussi beaucoup plus souvent en ligne de compte chez la femme que chez l'homme. Voilà, et puis l'homme, a priori, a une masse musculaire plus importante, donc a tendance à être avoir moins de masse grasse déjà au départ. Donc, et c'est pas, même si ce n'est pas une vérité absolue, mais voilà. Et des capacités à perdre du poids aussi plus rapides. Ça fait partie de l'injustice. Je comprends bien, donc les hormones peuvent jouer donc en fait, tout peut jouer. Ça peut être donc chaque personne est différente et en fonction de sa morphologie, en fonction de son ethnie, en fonction de ses hormones, de sa gestion du stress. Enfin, personne il y a des gens qui perdent très vite, il y en a qui perdent très peu, il y en a qui mangent beaucoup et on a l'impression qu'ils ne prennent pas. Il y en a qui regardent juste l'emballage, ils ont déjà pris 3 kilos. Ça, il y en a beaucoup qui se reconnaîtront. C'est souvent ce qu'on entend. Ok, donc ça. Alors, je vais juste ajouter un petit. Ça, c'est ces personnes qui ont tendance à prendre du poids rien qu'en regardant l'emballage. Il y a une certaine injustice. Il y a quelques personnes, c'est génétique malheureusement pour ces personnes. C'est celles qu'on appelle les épargneurs qui ont tendance à stocker. Ils n'ont qu'à regarder un gâteau ou rien qu'y penser, ils ont déjà pris 1 kilo. Et c'est des personnes qui ont un métabolisme un peu plus lent que d'autres, et physiologiquement parlant, ils vont prendre beaucoup plus facilement que d'autres personnes qui vont pouvoir manger un peu plus sans absolument prendre de poids. Ça, c'est la génétique, malheureusement, sur laquelle il y a des injustices aussi. Donc, il faut le connaître. Ok. Donc ça, donc c'était assez intéressant de pouvoir un petit peu comprendre qu'il y a des hormones, il y a l'ethnie, il y a sa façon d'être, voilà, c'est le poids et la prise de poids, ou savoir si on est au bon poids, c'est pas juste une histoire de balance, de chiffres. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne, et puis c'est important un petit peu de réfléchir un peu à son hygiène de vie, si je comprends bien. Ok, donc ça c'est intéressant. Si tu le veux bien, on va passer à une deuxième question qui m'est fréquemment posée. Alors, ça c'est souvent posé. Le contenu de notre assiette est-il le seul coupable de la prise de poids? Donc, juste pour résumer un petit peu, et après on va rentrer dans le détail. Des fois, on me dit, je comprends pas, je prends du poids, je mange juste une salade, ou pourtant je mange juste des pâtes, je mange pas beaucoup, je comprends pas, je prends du poids. Alors, dis-nous en plus sur le contenu de l'assiette. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, le contenu de l'assiette, même si des fois on a l'impression de manger peu ou rien, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe?
Alors oui, effectivement, le contenu de l'assiette, quand tu poses cette question, est-il le seul coupable? Non, il n'est pas le seul coupable. Il y a des personnes, c'est vrai il y a plutôt le côté, on va dire, facilement à juger, cette personne, si elle prend du poids, c'est qu'elle mange trop. Il y a effectivement aussi des personnes qui ne mangent pas assez, qui vont prendre du poids, et notamment parce que ces personnes qui ne mangent pas assez ou qui ont fait des régimes à répétition vont avoir mis leur corps en fonctionnement ralenti, qui va se mettre en fait à stocker en se disant, en prévision d'une éventuelle famine qui pourrait arriver à nouveau, où on va encore l'affamer. L'autre point aussi, c'est le contenu de l'assiette est-il assez riche, et notamment riche en micronutriments? C'est-à-dire, micronutriments, c'est les vitamines, les minéraux qui sont indispensables à énormément de fonctionnement. On ne va pas rentrer dans les détails biochimiques ici, mais par exemple, dites-vous, une personne qui va manquer de fer va se trouver fatiguée, va avoir envie de manger un peu plus pour se booster ou prendre un peu plus de sucre, par exemple. Pourquoi pas, perte d'énergie. Des personnes qui vont manquer de magnésium, on les voit, et on les voit après ça, l'impact que ça va avoir sur le stress, et qui va stresser, le stress va augmenter, va pousser aussi à manger plus. Sur certaines familles, par exemple, est-ce que les personnes mangent assez de protéines? Si elles ne mangent pas assez de protéines, il peut y avoir aussi des déséquilibres qui vont se créer, perte de la masse musculaire. Par exemple, est-ce que la personne mange assez de certains types d'acides gras? Parce qu'on a tendance à bannir les gras. Donc, il faudra choisir les bons gras, notamment comme les oméga 3, par exemple. L'huile d'olive? Voilà. Donc, oui, comment? L'huile d'olive, par exemple? C'est quelque chose d'intéressant. Alors, l'huile d'olive va être intéressante. L'huile d'olive est intéressante aussi. C'est un acide gras qui va être intéressant. Alors, l'huile est calorique, c'est pas en manger de trop, mais en avoir suffisamment. Selon le gabarit des personnes, théoriquement, on devrait avoir entre 2 et, on va dire, 4 cuillères à soupe d'huile par jour de qualité. Donc, des huiles première pression à froid, de préférence bio, qui seront nécessaires. Donc, huile d'olive, mais également des apports comme des huiles de colza, des huiles de lin, des huiles de chanvre, de cameline, par exemple, qui sont très intéressantes également et nécessaires. Des poissons gras qui sont très importants. Donc, et donc, ces éléments, quand ils manquent, vont créer des déséquilibres importants et qui peuvent entraîner de la prise de poids. Ok. Justement, ça c'est intéressant ce que tu nous dis au niveau de la prise de poids. Moi, ce que j'entends souvent et ce qu'on me demande souvent, parce qu'il faut quand même aussi rappeler, c'est important, on n'est pas des médecins, on n'est pas des pharmaciens. Donc aujourd'hui, on apporte beaucoup de conseils et d'informations qui sont liés à notre vécu, à nos expériences, à notre apprentissage aussi au niveau de la vie. La question souvent qu'on me pose, c'est qu'est-ce que je peux avoir comme coup de faim? Moi, j'ai tout le temps, le midi, j'ai pas trop faim, ou le matin, je mange pas, le midi, j'ai pas trop faim. Par contre, le soir, j'ai super faim, j'ouvre le frigo, je me fais plaisir, je mange limite dans le frigo avant de manger à table. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des choses, des plantes, des compléments qui permettent un petit peu de casser la faim pour pouvoir au moins se poser et prendre le temps de manger tranquillement? Alors, il va y avoir plusieurs possibilités. Alors déjà, la répartition des repas et manger qu'un seul repas ou qu'une seule fois dans la journée, c'est pas l'idéal pour perdre du poids. Donc, récupérer une répartition de la charge d'alimentaire sur la journée, ça sera intéressant. Mais des personnes qui ont un appétit très augmenté, il peut y avoir des solutions, notamment avec, avant de manger, par exemple, un apport de spiruline. La spiruline, elle peut avoir un effet satiétogène
intéressant, alors qu'on ne prendra pas si on a trop de fer dans le sang, mais ça, les personnes, ça sera à voir au cas par cas, mais globalement, je dirais, c'est aussi un apport intéressant parce qu'on a plus souvent des personnes qui en ont pas assez que des personnes qui en ont trop. Mais c'est un effet, donc avant le repas, avec un grand verre d'eau, par exemple, ou un verre de jus de pomme, selon la version, si on veut casser le goût de la spiruline, qui n'est pas toujours très bien appréciée quand elle est en paillettes, par exemple. De le prendre, donc mélanger dans du jus de pomme. Si on la prend comprimée, elle va être, on peut la prendre donc avec un grand verre d'eau, je dirais un quart d'heure à une demi-heure avant le repas. Ça a un effet satiétogène déjà qui va limiter les apports. Et puis après, il peut y avoir des plantes et certaines plantes qui vont être intéressantes et qu'on verra et dont on parlera après quand peut-être, pour pas tout mélanger, mais dans la gestion notamment de l'humeur et des émotions qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Écoute, ce qui est intéressant de comprendre, en fait, c'est que souvent on a des grosses fringales, mais pas toujours au moment de la journée. Bon, ça s'explique en fonction des personnes qui a mangé. Enfin voilà, s'il a mangé des fibres le matin. Voilà, il y a différentes choses qui rentrent en compte. Mais c'est vrai que l'effet coupe-faim, je pense que c'est peut-être pas une règle universelle, mais la plupart, c'est souvent le soir où on a tendance un petit peu à grignoter puisqu'on est occupé toute la journée. Donc ça, c'est intéressant de comprendre que, effectivement, tu as parlé de la spiruline, qui est une algue. Et qu'on trouve en eau douce, et c'est quelque chose d'assez intéressant, et notamment pour la petite anecdote, c'est l'alimentation quasi principale des flamants roses, et comme c'est fort en bêta-carotène, il permet de leur donner cette belle couleur rose qu'on connaît des flamants roses. Notamment, c'est parce qu'ils mangent énormément de spiruline, et lorsqu'ils se posent pour la consommer, souvent ils la transportent, et c'est grâce à elle souvent que ça se reproduit un petit peu ailleurs, puisque la spiruline se reproduit. Donc ça commence à être d'actualité. Donc ok, la spiruline, donc c'est un coupe-faim, c'est assez intéressant. La petite astuce avec le jus de pomme, effectivement, j'approuve, et c'est testé puisque ça permet de casser un peu le goût. Alors, donc, il y a d'autres plantes qui vont être intéressantes également, mais qui vont plutôt entraîner un. Alors, c'est pour plutôt réduire et augmenter le métabolisme et réduire surtout la masse grasse corporelle au niveau du ventre. Et ça, c'est des solutions que tu as dans ta mallette, on va dire. Donc, déjà le thé vert qui va être intéressant. Donc, ça pour la réduction de la masse grasse viscérale, donc au niveau du ventre, va être intéressante. Là, j'ai une idée qui me vient par rapport à ce que tu disais le soir et le côté coupe-faim que l'on peut avoir. Alors, pour se faire en même temps un peu de bien, en se faisant des smoothies verts, en mettant des légumes, des légumes feuilles en général, avec une demi-pomme ou une demi-banane, dans laquelle rien n'empêche d'ajouter, par exemple, soit le faire avec des produits à base de maté ou du thé matcha, qui est un thé vert intéressant, qui va amener aussi ce côté antioxydant intéressant que l'on peut mélanger avec le smoothie, qui va avoir un petit effet coupe-faim qu'on peut se dire un peu entre guillemets apéro, et qui peut faire du bien également au niveau des apports, pour limiter les apports et couper la faim en fin de journée. Et ce qui sera d'autant plus intéressant, c'est donc on augmente le côté fibre en même temps, qui est souvent quelque chose qui manque chez les personnes que je vois, qui mangent peu de légumes frais, on va dire. Et donc voilà, c'est un moyen de se faire du bien en amenant plus de légumes, et dans lequel on ajoute donc ce thé matcha, par exemple. Donc en gros, c'est assez simple. Vous prenez un mixeur, enfin un blender, vous mélangez quelques légumes, verts, des carottes. Voilà, il y a des cocktails assez sympas qui sont à faire. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le thé vert matcha,
C'est assez particulier, mais c'est original. C'est quelque chose qu'il faut en faire l'expérience pour mieux comprendre. C'est un puissant antioxydant déjà, ça c'est important de le savoir. Et en fait, c'est simplement une feuille de thé vert. Donc, c'est des variétés spécifiques qu'on utilise pour obtenir vraiment le meilleur, puisqu'on absorbe l'ensemble de la feuille. Et cette feuille est donc séchée, broyée, et on obtient une poudre verte. Et il y a une technique de préparation qui se fait. J'ai fait notamment une petite vidéo sur la préparation du matcha. Et c'est vraiment quelque chose de sympa à découvrir. Donc, effectivement, il existe même à Paris le Unanimi Matcha Café, si je me souviens bien, et ils ne font que ça avec d'autres choses comme du yuzu ou d'autres. Mais c'est une belle expérience, donc c'est assez sympa. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut cuisiner un petit peu le thé vert en quelque sorte, puisqu'il a des apports nutritionnels qui sont intéressants, et en plus ça apporte un petit goût sympa. Donc voilà, pourquoi pas allier santé gourmandise, puisque c'est aussi beaucoup le concept de chez Intimité, c'est la santé, mais il faut se faire plaisir. Ça change un peu des trucs qui n'ont pas trop de goût. Enfin voilà, donc faisons-nous plaisir en nous faisant du bien. Pourquoi pas, si ça peut marcher. OK. Donc, au niveau du contenu de l'assiette, donc en gros, pour résumer un petit peu ce que tu as dit, il faut savoir un petit peu varier les plaisirs, pas forcément se priver de tout, mais privilégier des fibres, privilégier des légumes. Alors, ça, c'est ce qu'on entend à chaque fois. Souvent, on nous dit oui, il faut manger des légumes, oui, il faut manger des fibres, etc., etc. Mais c'est une réalité, en fait. On aimerait bien dire autre chose. On aimerait bien vous dire qu'il faut manger des grosses côtes de bœuf avec plein de moutarde et de ketchup. Mais effectivement, en fait, c'est pas comme ça que ça se déroule. Il faut privilégier tout ce qui est légumes verts. Il faut privilégier voilà, les apports intéressants. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure on peut se faire plaisir? En fait, dans l'assiette, à quel moment, dans quelle mesure on peut se lâcher un petit peu? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on a le droit? Parce qu'on n'a jamais le droit. À chaque fois, on entend ça. Si tu veux perdre du poids, mange des haricots verts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire plaisir? Alors, déjà, les personnes qui viennent me voir, le premier conseil que je leur donne, ne jamais oublier de se faire plaisir. Et tu parlais de ta grosse côte de bœuf avec du ketchup. Si une fois de temps en temps, ça peut faire plaisir, pourquoi pas? Ce qui va être, alors je suis pas en train de dire qu'il faut manger une grosse côte de bœuf à chaque fois, et voilà, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense que ce qui est important, c'est pas de se mettre en mode privation de tout, c'est d'essayer d'avoir globalement quelque chose qui va être physiologiquement en raccord avec la personne, avec son histoire, avec sa façon de vivre, avec en fait, tout ce qu'elle aura connu et éventuellement ses traitements, si elle a des traitements. Voilà, c'est vraiment avoir quelque chose qui est en accord avec cette personne, mais sans exclure ces moments où la personne va avoir le droit de se faire plaisir. On le sait, je veux dire, dès qu'il y a un interdit, forcément, la première des choses que l'on a envie de faire, c'est surtout de faire l'inverse. Donc, on a besoin de savoir que ça n'est pas interdit. Et ce qui est important et ce qu'il faut comprendre, c'est on veut perdre du poids, ok, on va le faire et on va le faire tranquillement avec un rythme qui ne va pas être, comme une personne qui m'a envoyé un mail en me disant je veux perdre 10 kilos en un mois. Je suis désolée, je ne suis pas la bonne personne. Il y a des choses qui ne sont pas envisageables. Donc, on va faire quelque chose qui va peut-être mettre un certain temps, mais dans l'idée qu'elle soit durable. Tout ce qui est trop rapide revient. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire que effectivement, on va peut-être mettre un petit peu plus de temps. Peut-être que justement, on va s'autoriser ces choses qui vont nous permettre de tenir dans le temps. Tout simplement, on ne recherche pas la perfection. On recherche à avoir quelque chose qui réponde à notre fonctionnement. Et quand je dis notre fonctionnement, c'est notre fonctionnement personnel. Toi, ton fonctionnement, Alexandre, n'est pas le même que le mien. Déjà, on a 2 paramètres, tu es un homme, je suis une femme. D'accord? Donc voilà, donc tu vois, après ça, c'est vraiment ça, et de ne pas s'interdire des choses. Okay. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est relativement clair. Bon, juste avant de clôturer cette question, je voudrais qu'on fasse un petit point sur un élément super important.
Oui. Je vais brièvement, tu m'appuies ou tu me contredis si je dis des bêtises, ça m'arrive des fois. Je voulais juste faire un tout petit point rapide sur le sucre pour expliquer en fait ce que ça provoque et la bêtise, souvent, mais c'est à cause de la façon dont la communication est faite par différents distributeurs, de prendre du light et des choses comme ça. Donc le sucre, ça fonctionne assez simplement, c'est une récompense pour le cerveau. Donc le principe, c'est que vous allez donc manger par exemple cette superbe tarte au citron que trouve à la petite boulangerie d'à côté, qui est, ma foi, pas, pourquoi pas, hein, c'est aussi l'important, c'est ce qu'on disait, c'est de se faire plaisir. Donc en dégustant ce sucre, souvent du sucre blanc raffiné pour la plupart, parce qu'ils ne mettent pas forcément du miel ou des choses comme ça, vous allez créer en fait dans votre cerveau une récompense, et cette récompense, donc, ça vous apporte du petit bonheur, et à un moment, quand ça va, bah, le bonheur appelle le bonheur, hein, le sucre appelle le sucre, et on a envie de recommencer, pour retrouver cet état de cool. Vous savez, quand on croque dedans, et puis on a l'impression qu'il y a des papillons, bah, ça arrive quand on mange vraiment quelque chose de sympa. Et côté souvent light, on se dit je vais manger du light justement pour supprimer le sucre, parce que c'est bien de manger du 0%. Bah, c'est un peu la même phase qui se passe, sauf que là, c'est carrément traite, parce que là, vous n'êtes pas gentil avec votre cerveau. Vous lui faites déguster quelque chose de light avec par exemple, des édulcorants, et il va réagir un peu de la façon suivante, c'est que le cerveau, lui, va attendre sa récompense, et il n'y a rien qui arrive, et il n'y a rien qui se passe. Donc, à un moment, il se dit, oh, tu as mangé un truc sucré qui était normalement super bon, et il ne se passe rien. Eh ben, je te réclame. Donc, l'erreur du light, et ça, j'aimerais juste qu'on fasse un petit débrief rapide sur ça. Est-ce que c'est une bêtise de manger du light, ou dans certains cas, ça peut être intéressant, ou est-ce que le sucre, c'est à bannir, ou privilégier peut-être d'autres sucres? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chose-là, si tu es à l'aise sur le sujet? Si je suis à l'aise sur le sujet. Le light, alors le light et notamment les édulcorants ont prouvé que de toutes les façons, non seulement n'était pas la solution pour les diabétiques, voire donc chez les personnes qui avaient du mal à gérer le sucre dans le sang, mais et sur le poids, et avait même tendance à faire prendre encore plus de poids, parce que comme tu l'as dit, en fait, on met tout en place pour accueillir du sucré, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu manges quelque chose avec du light? Qu'est-ce qui arrive en premier en contact? Ça arrive sur la langue avec les cellules du goût qui vont détecter un goût sucré. Donc tous les mécanismes se mettent en marche en disant il va y avoir du sucre. Mais non, il n'y a pas de sucre qui arrive. Ce qui fait qu'au repas d'après, ça va vous ouvrir l'appétit, et au repas d'après, vous allez manger bien plus que ce que vous auriez mangé si vous n'aviez pas pris du light. Alors tu vas me dire, bah ouais, à ce moment-là, j'avais qu'à prendre du sucre. Bah, pour éviter ça, oui. La problématique du sucre aussi, c'est que le sucre vient faire, quand on consomme du sucre, déclencher une hormone qui est l'insuline, qui est une hormone qui gère la glycémie, en fait, le niveau de sucre dans le sang, mais qui est également une hormone de stockage. Stockage, ça veut dire, ben oui, on va mettre en réserve. Alors, je fais très schématique dans mes explications. Donc, on va mettre en réserve, et on le met comment en réserve chez nous? Sur les petites poignées d'amour, les petites bouées, les petits trucs qu'on aime beaucoup avant l'été. Et donc, plus on va manger sucré, plus il va y avoir effectivement, en dehors de la fatigue de l'organisme, plus il va y avoir cette utilisation de l'insuline. Le côté des édulcorants, on sait également que les édulcorants, notamment les édulcorants type aspartame, viennent perturber la flore intestinale et la déstabiliser, l'appauvrir. Et on sait combien l'intestin est important également dans la gestion du poids. Okay.
Voilà, donc ça fait partie des éléments importants. Et effectivement, et en plus, on n'est pas tous égaux aussi par rapport à la gestion des sucres. Donc, il y a différents types de sucres qui existent, effectivement. Et donc, en alternative, alors moi, ce que je dis toujours, c'est éviter au maximum le sucre, sans l'éliminer complètement, mais les réduire au maximum. Utiliser plutôt ce que l'on appelle les index glycémiques bas, donc ça veut dire des glucides, des sucres qui vont pas faire monter l'insuline de manière trop importante pour éviter d'avoir des yo-yo, en fait, parce qu'il y a aussi ces yo-yo de l'insuline qui vont faire qu'on va passer hypo-hyper au niveau de la glycémie régulièrement et qui vont nous obliger à remanger du sucre dès qu'on n'est pas bien. Et donc, c'est pour ça qu'en utilisant des sucres qui évitent ces grosses amplitudes de la gestion, on limite les besoins en sucre. Et puis, il y a des moments aussi de la journée aussi. Le matin, par exemple, c'est pas bon de manger très sucré. Ça sera plus gérable vers 16-17 heures. Donc, voilà, c'est des moments où physiologiquement, voilà, c'est ce qu'on appelle la chrononutrition. Il y a effectivement des moments de la journée où il y a des choses qui passeront mieux que d'autres. Et ça fait partie aussi, dans le contenu de l'assiette, des points qui seraient intéressants d'aborder. Mais là, on ne pourra pas aborder tout en 1 heure. Hein. Non, c'est pas possible. Donc, je pense que tu as d'autres questions. C'était intéressant de parler de l'univers du sucre parce que voilà, donc favoriser plutôt du miel, favoriser des miels liquides aussi de préférence comme l'acacia, le châtaignier. Voilà, donc évitez au maximum les sucres, mais apprenez à vous faire plaisir parce que c'est aussi ça la vie, c'est apprendre à se faire plaisir. Oui, oui, oui. Ok. Donc là, on va parler d'un domaine un peu plus complexe, mais qui a toute sa place en fait dans l'univers de la prise de poids ou de la perte, hein, parce que des fois, ça peut faire aussi l'effet inverse et que c'est pas forcément favorable de perdre trop vite. Donc, je voudrais te poser cette question. Notre état émotionnel joue-t-il un rôle dans la prise de poids? Qu'est-ce que viennent faire les émotions avec le poids? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, les émotions avec le poids, oui, elles sont extrêmement importantes, effectivement. Déjà, le stress qui va venir perturber nos fonctionnements et impacter notre état émotionnel. Et on trouve des personnes, enfin moi j'en rencontre de plus en plus souvent avec des charges au niveau, que ce soit familial, professionnel, voire les deux, avec des stress extrêmement importants. Le stress vient faire sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol. Cette hormone, elle est un peu, c'est la cortisone naturelle. À petite dose, elle est physiologique, on en a besoin, elle vient être anti-inflammatoire, mais quand elle devient trop importante, elle va venir aussi perturber notre état émotionnel en faisant chuter, alors je vais essayer de ne pas rentrer dans des détails trop techniques, ce qui est difficile, elle vient perturber notamment certains messagers du cerveau, cette hormone. Et notamment quand ça dure, faire chuter donc un des messagers qui est la dopamine d'abord, puis derrière la sérotonine, donc qui sont des messages, ces messagers vont avoir aussi un impact sur nos comportements et notamment nos comportements alimentaires. Par exemple, pas assez de sérotonine, on va tendance à avoir du côté un peu addiction sucrée. Et besoin, et notamment ces besoins en fin de journée de manger du sucre, boire un petit verre, par exemple. Le côté dopamine, il va y avoir aussi un côté, la personne va avoir du mal à tenir les choses, à se mettre en mouvement, et du coup va se sentir nulle. Oui, je suis pas capable j'ai pas cette capacité à faire comme mon voisin, ma voisine. Donc en fait, tous ces états vont venir
impacter nos façons d'être et de consommer. Consommer et notamment consommer au niveau alimentaire, mais également au niveau aussi de nos activités quotidiennes. Donc, c'est difficile de répondre sans être trop technique, donc de répondre schématiquement en peu de temps. Donc en fait, en gros, pour comprendre, quand on a des moments de stress et quand on a des moments de la vie, des fois on a des bonnes choses qui arrivent, des fois malheureusement il y a des choses plus compliquées. C'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent prendre du poids parce qu'elles subissent un état émotionnel important, et il y en a d'autres qui peuvent parfois perdre du poids à cause d'un état émotionnel important. Donc c'est assez intéressant de comprendre en fait que il vaut mieux avoir un état émotionnel détendu, être pas trop stressé. Il y en a qui sont plutôt cool, détendus, ils arrivent à gérer le stress. Mais si je comprends bien, quand on lance parfois un rééquilibrage alimentaire et qu'on cherche à être en forme, on se retrouve, si on est stressé, ça marche pas. On perd pas de poids ou on en prend. C'est ça en fait que je comprends. Tout à fait. En fait, le côté émotionnel, je dirais, c'est presque la première des choses à aller vérifier et à aller régler. Moi, je fais remplir des petits questionnaires qui me permettent de voir où les personnes en sont dans leurs émotions, justement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'anxiété? Est-ce qu'il y a des carences ou des déséquilibres sur certains de ces messagers au niveau du cerveau? Et aller demander à une personne de mettre des choses en place si elle a des déficits dans ses messagers, par exemple, ça relève de l'impossible. Elle va avoir la volonté dans l'idée, mais l'incapacité physiologiquement ou physiquement de le faire. Et en fait, ça va la mettre dans une espèce de spirale qui va finir par la rendre un peu dépressive quelque part, entre guillemets, des fois même réellement d'ailleurs, parce qu'elle va se sentir nulle, elle va se sentir pas capable. Donc c'est pour ça que ça va être important de vraiment regarder où en est cette personne au niveau des émotions. Et en plus, il faut savoir que l'alimentation a aussi une très forte connotation émotionnelle. Il y a comment ça a été vécu. Il y a des personnes, leur rapport à l'alimentation va être important. Des personnes qui ont été élevées dans des familles, par exemple, qui manquaient ou qui n'avaient pas beaucoup. Chez ces personnes-là, il va y avoir ce côté l'alimentation, c'est important, c'est un cadeau, c'est une reconnaissance, et donc il faut manger, il faut remplir. Et c'est inconsciemment que ça s'installe. Chez d'autres personnes, ça va être les personnes chez qui on aura obligé à finir l'assiette et pour qui l'alimentation, c'est une option. Saute un repas comme ça, je mange pas, c'est pas grave. L'alimentation, c'est secondaire. Donc, il y a aussi beaucoup d'émotions et des fois des conflits même émotionnels au niveau de ce que la personne veut faire et sa loyauté par rapport à son éducation et ce qu'on lui a appris. Donc, c'est aussi des choses à aller décoder derrière. Le vécu de la personne et son histoire est importante à écouter. Ok, et notamment, parce que ça, moi, j'ai de très bons retours. Je sais que les plantes, on va juste faire un débrief rapide, vraiment, pour clôturer la question, parce que le temps passe vite. J'ai une tisane qui s'appelle Doux Sommeil, et je t'en avais parlé avant de la proposer, parce que j'avais besoin vraiment de proposer quelque chose qui réponde à des besoins et des attentes, et pas juste quelque chose qui a du goût. On a échangé, et ça, c'est avec grand plaisir, et grâce à toi que j'ai pu la rentrer, la tisane Doux Sommeil. Tu peux juste un petit peu rapidement nous décrypter au niveau des plantes, pourquoi elle est intéressante? Alors, elle va être intéressante déjà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les plantes qui sont dedans, mais notamment, il y a de la mélisse à l'intérieur. La mélisse, elle a un effet apaisant et relaxant qui va faire beaucoup de bien chez ces personnes qui ont un émotionnel un peu yo-yo.
Il y a le côté orangé aussi qui est intéressant à l'intérieur. Tout ça qui va calmer un peu toutes ces émotions comment dire, en dents de scie. Et puis il y a également de l'ortie qui est intéressante à l'intérieur, qui est en même temps un très bon reminéralisant. J'adore l'ortie. Très bon reminéralisant, très riche en vitamine B5, cette vitamine B5 a été regardée pour cette aide et ce soutien pour gérer le gras et utiliser la masse grasse, et également intéressante par ses apports en fer, anti-inflammatoires. Donc tout ça, ça va être c'est un cocktail, on va dire, entre guillemets, de plantes intéressantes, donc, et notamment sur l'aspect émotion, la mélisse et la fleur d'oranger qui va être intéressante à l'intérieur de cet ensemble. Donc voilà, les plantes sont un bon allié sur l'état émotionnel. Ok, écoute, je te propose de passer à un domaine un peu différent après avoir répondu à notre question sur les états émotionnels. Une question aussi importante et qu'on oublie, c'est quelque chose qu'on parle jamais. Enfin, moi, j'en entends jamais parler. J'étais assez surpris que tu m'en parles. Pourquoi il est utile de s'intéresser aussi à l'intestin? C'est pour moi nouveau. Je n'entends très peu parler. Donc, on va essayer de restreindre au mieux. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que ça vient faire ici. Alors, on l'a un petit peu soulevé tout à l'heure en parlant des édulcorants, et quand j'ai dit que les édulcorants, notamment les édulcorants chimiques, donc comme l'aspartame par exemple, venaient perturber l'intestin et que c'était pas bon. En fait, notre intestin est peuplé de bactéries et de bactéries amies, donc qui ont un rôle, important. C'est des protecteurs, hein, c'est des protecteurs de notre état. C'est des vigiles, on va dire, qui surveillent que tout se passe bien. Et puis produisent également certains éléments, vitamines qui peuvent être intéressants dans notre fonctionnement. Pour faire très schématique. Chez les personnes, on s'est aperçu que chez les personnes en surpoids, la flore était plus pauvre en quantité et en qualité, plus réduite, et notamment sur une famille qui s'appelle les Akkermansia, qui sont plus réduites. Donc, il y a différentes familles avec différents noms. On ne va pas rentrer dans le nom de toutes les familles. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de s'intéresser à l'intestin et notamment sur la composition de sa flore. Par ailleurs, on sait que cet intestin, c'est un tuyau, on va dire, c'est comme un collier de perles. Et ces perles sont jointes les unes aux autres. Quand il y a un dysfonctionnement de cette flore, pour X raisons, parce qu'il y aura une alimentation qui ne sera pas adaptée, il y aura trop de stress, prise de certains médicaments, les perles ont tendance à s'écarter et vont passer dans la circulation sanguine des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui vont déclencher des phénomènes inflammatoires qui vont entraîner du coup majoritairement une prise de poids. Des dysfonctionnements qui vont avoir des répercussions sur les hormones. Donc, par exemple, la gestion de l'insuline, la gestion de la glycémie. Ça peut être aussi les hormones, on va dire, féminines, donc dans les cycles. Il va y avoir des tas de dysfonctionnements qui vont se créer. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de s'intéresser à l'intestin, qu'il ait un bon fonctionnement et que ces perles retrouvent une cohérence et donc une liaison correcte pour qu'on ait un fonctionnement optimum.
Et c'est vrai qu'on en parle peu, mais moi, je le vois très régulièrement chez des personnes qui ont fait beaucoup d'essais pour perdre du poids, en s'intéressant sur leur façon de manger pour justement améliorer l'intestin et ramener une alimentation qui va être très anti-inflammatoire et donc antioxydante. Et là, donc tout ce qu'on a évoqué sur le côté antioxydant va être intéressant, que ce soit par les plantes ou par des algues d'eau douce comme la spiruline ou par X méthodes. Et ça va être important effectivement d'optimiser le fonctionnement de cet intestin. Donc pour ce qui est intéressant aussi de comprendre, on va en parler rapidement. Comment on fait aujourd'hui pour prendre soin de son intestin? Quelles plantes on utilise? Qu'est-ce que tu nous conseilles sur l'entretien de l'intestin? Comment faire du bien à son intestin pour qu'il aille mieux ou en tout cas en prendre soin? Alors, sur les plantes, alors si on n'a pas de problématique d'hypertension notamment, donc je le rappelle et tu le rappelles, je pense assez souvent, toi aussi de ton côté, même si ce sont des plantes, il ne faut pas penser que ce n'est pas actif. Donc, il y a toujours des précautions à prendre. Donc là, on parle de manière générale, mais c'est vrai que si on n'a pas de problème de tension, une plante qui est très intéressante pour l'intestin, c'est la réglisse. La réglisse que l'on va trouver notamment dans une tisane, je crois qu'il en contient, qui est la tisane du foie, et tout ce qui va être détox aussi au niveau du foie, parce qu'un intestin qui ne fonctionne pas bien aura tendance aussi à perturber le foie, et donc là, ce sera intéressant d'avoir effectivement un soutien au niveau du foie. Donc globalement, la réglisse pour aider, donc oui, dans le nettoyage de l'intestin, mais également dans sa cicatrisation. Ça marche aussi très très bien pour tout ce qui est gastrite, la réglisse. Elle est très intéressante pour les problématiques d'ulcères. Donc ça va être vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc je crois que c'est la tisane du foie, il me semble, chez toi. Qui en contient. C'est une tisane qui est intéressante à déguster puisque faut la faire sur une cure d'à peu près 15 jours pour un bon nettoyage. Donc ça, faire ça occasionnellement, pas besoin de le faire tous les mois. On peut faire une fois par saison. Voilà, pourquoi pas. 3 fois ou 4 fois par an, c'est largement suffisant et pas besoin d'aller la chercher plus loin. Ok, écoute, voilà, on a mieux compris l'intestin. C'est quelque chose qu'on n'entend jamais parler, on va être clair. C'est quelque chose qui est assez... Donc, c'est intéressant de comprendre qu'il faut aussi faire un petit nettoyage du corps, prendre soin des choses qu'on oublie parfois, donc notamment l'intestin. Ok, écoute, c'était. Et l'intestin, excuse-moi, je vais revenir aussi sur l'intestin. Il y a le côté aussi, tout ce qui va être en lien avec le transit. Et par exemple, un intestin qui va pas être optimum dans son fonctionnement, et notamment quand il y a, par exemple, des constipations qui gardent trop longtemps les selles, en fait. Les selles, elles sont chargées des déchets qu'on veut éliminer. On va du coup amplifier la présence ou la création de toxines supplémentaires parce que ça restera trop longtemps en place. Donc, toutes ces aides que l'on va apporter, et notamment, et tes tisanes détox vont aider, que tu as avec que ce soit la drainante ou celle sur le foie, va aider aussi à améliorer ce transit également. Ou si tu en as, il me semble, je ne sais pas si tu en as avec de l'artichaut aussi, par exemple. Il me semble, je ne me rappelle plus. Ce qui peut fonctionner. L'artichaut, non, je crois pas. L'artichaut, je n'ai pas le souvenir. Mais effectivement, l'artichaut, si c'est pareil, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, en fait, en gros, pour résumer, il faut faire des petites cures de nettoyage du foie avec des plantes adaptées occasionnellement, et ça vous permet de gagner. C'est du bonus aussi, et puis c'est bon pour vous. Mais pour arriver à des résultats satisfaisants, il faut aussi penser à faire des petits nettoyages. On fait le ménage, on fait les vitres, on nettoie la voiture, il faut nettoyer son foie. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Ok, donc écoute, voilà, on a parlé de l'intestin, c'était un sujet intéressant. Pour en parler pendant des heures, mais on est limité par le temps. Oui. Alors, oui, je suis frustrée parce que j'ai plein de choses à dire.
Ouais, je sais, mais on va essayer de répondre aux questions qui nous ont été transmises par la plupart des personnes. Ouais. Il y en a une intéressante qu'on me pose très souvent, que j'aurai aussi le plaisir de développer le 21 juin avec Florian, qui est coach sportif et spécialisé dans le monde aussi de la plante. Et là, je vais le décrypter d'une autre façon avec toi. J'entends très souvent, c'est moi je fais du sport, eh ben, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, des Kinder, du Big Mac, je fais du KFC, moi je fais ce que je veux, je m'en fous. Je peux manger parce que moi je fais du sport. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Alors, je vais dire, ça peut être vrai un temps chez certaines personnes qui ont un métabolisme au top, et plutôt chez des hommes, mais ça va pas être vrai longtemps. Ça va pas être vrai longtemps parce que il va se passer à un moment ou à un autre des dysfonctionnements au niveau du corps. Notamment parce qu'il n'y aura pas du tout ce qui va bien pour bien fonctionner. Donc, le corps, il est bien fait. Généralement, quand il n'y a pas ce qu'il faut, il s'arrange pour dire stop. Donc, il va y avoir des blessures. Et donc, ces personnes-là, très vite, vont se retrouver avec des tendinites à répétition, voire dans les pires des cas, des fractures de fatigue. Voilà. Il peut y avoir des tas de dysfonctionnements qui vont venir, des douleurs articulaires. Voilà. Donc non, je dirais, on ne mange pas n'importe quoi, on mange en fonction de l'activité physique que l'on a et en fonction de chaque personne. Mais par contre, oui, l'activité physique est nécessaire dans la gestion du poids pour de multiples raisons, et notamment déjà sur les émotions. On sait que faire du sport, ça va aider à sécréter, donc ça fait sécréter des endorphines qui ramènent des sensations de bien-être. Ça ramène une fatigue physique saine qui permet de mieux dormir. On est plus zen aussi. Il y a aussi ce côté sur la physiologie. On va développer de la masse musculaire. On va utiliser, justement, on a l'alimentation qui va bien. On va utiliser la masse grasse comme carburant en mettant l'activité physique qui va bien pour la personne, par exemple des activités plus cardio. Et on va donc utiliser comme carburant cette masse grasse, puisque la masse grasse qu'il y a en réserve, c'est de l'énergie qui va être dépensée. Et donc, effectivement, en adaptant l'alimentation, donc sans manger n'importe quoi, à l'activité physique, on a des bons résultats. Et en plus, on sait que le muscle, on va dire, développe des capteurs pour le sucre, pour pouvoir refaire le carburant du muscle. Le muscle, il fonctionne, on va dire, avec du glycogène, donc qui vient du sucre. C'est un carburant, c'est son carburant. Et plus on fait d'activité physique, plus on développe ces capteurs qui permettent d'utiliser en fait le sucre sans avoir à passer. Donc, ils vont capter plus vite le sucre que l'on va consommer sans avoir à utiliser l'insuline dont on a parlé tout à l'heure et qui est une hormone également de stockage. Donc, il ne faut pas diaboliser l'insuline, hein, on en a besoin, mais trop d'insuline, en fait, on va stocker. Et donc, du coup, en ayant ces petits capteurs, on va mieux réguler cette glycémie, donc ce sucre sanguin, pour pas qu'il monte trop haut et qu'on n'ait pas à avoir justement ce recours à cette insuline. Donc, en adaptant l'activité physique et l'alimentation, donc sans manger n'importe quoi, on aura, entre autres, des résultats intéressants dans la gestion du poids. Ok. Donc ça, désolée pour ton Big Mac. C'est pas grave, je suis pas très amateur. Moi je fais pas, je fais pas 3 heures de queue pour manger un Big Mac. Après, chacun fait comme il veut. Juste pour compléter au niveau du sport, puisque c'est intéressant ce que tu disais, il faut comprendre aussi que quand vous faites par exemple du footing, j'en vois beaucoup qui vont avoir une allure, des allures de Kényan. Les mecs, ils vont aller à fond, ou les filles. Il faut savoir que quand vous envoyez, que vous tapez dedans, vous allez fort, on est plutôt vous allez brûler plutôt le sucre. Et quand vous allez par contre prendre plus de temps pour faire votre sport, que vous allez y aller
plus modérément, vous allez faire par exemple 10 km, mais vraiment avec plus de temps, vous allez aller chercher la graisse. Donc c'est intéressant quand on fait du sport de ne pas forcément être brutal. Donc voilà, ça c'est juste la petite aparté, puisque j'en discuterai le 21 juin avec Florian. Voilà, mais ça c'est intéressant, et le sport, on développera donc le thème le 21 juin. Mais c'était, je pense, à mon sens, important de savoir que le sport ne fait pas tout, mais il y contribue. Donc ça, c'est… Il est important. Oui. Donc, ce qui est aussi important, et ça je le vois fréquemment, c'est que quand on fait du sport, on provoque des blessures ou potentiellement des futures blessures, parce qu'on ne s'étire pas, parce qu'on le fait mal. Voilà, bon, après ça, c'est pas vraiment le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est de prendre soin de son corps et de ses articulations, notamment avec, par exemple, des plantes qui sont liées à l'articulation. Si tu peux nous en énumérer rapidement quelques-unes qui sont assez intéressantes pour tout ce qui est système articulaire. Alors, il y en a plein. On a l'ortie est intéressante. Alors, pour tout ce qui est anti-inflammatoire, on va avoir la reine des prés, on va avoir le cassis, par exemple. On peut avoir aussi l'arpagophytum. Après, on va avoir la prêle. Après, tu les as peut-être pas forcément toutes, hein, je les cite comme ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le bambou. Après, il y a des tas de plantes qui vont être intéressantes. Sur le côté, mais sur le côté anti-inflammatoire, on a souvent cité l'ortie, la reine des prés, le cassis. Et donc, tu as ton infusion, d'ailleurs, qui peut être intéressante également chez les personnes qui font un peu de rétention d'eau dans sa composition. Tu as une tisane articulation, je crois. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Il me semble qu'elle s'appelle articulation. Je l'ai nommé tisane articulation. Et effectivement, oui, la rétention d'eau. Pour venir apaiser tout ce qui est inflammation. Donc voilà, donc ça c'est aussi important, c'est faire du sport, oui, pour perdre du poids, mais faire du sport aussi, il faut prendre soin de soi et prendre soin des potentielles blessures. Donc voilà, ça c'était pour la partie de sport. Tu avais peut-être quelque chose juste à rajouter? Potentielles blessures aussi, les personnes qui ne font pas du tout de sport. Ne pas se dire, ou qui n'en ont pas fait depuis 10 ans et qui se disent, ouais, mais à l'époque, je courais le marathon. Non, 10 ans sans sport, on ne se met pas à recourir à un marathon demain. On va prendre le temps c'est un stress pour le corps. Et je rappelle qu'un stress pour le corps, qu'il soit physique ou psychique, ça reste un stress, donc il faut y aller doucement. Parce que sinon, on aura un effet contraire au démarrage. Et donc, la personne va faire du sport en disant, bah ouais, je suis en train de me crever à faire du sport, mais j'ai pas de résultat. Donc, on y va doucement, effectivement, à son rythme. On est sur des doses, sur des intensités qui vont être modérées. Peut-être on va démarrer sur des choses à un rythme plus lent également, avec des activités qui vont être en rapport avec notamment la composition corporelle. Quand on a une surcharge sur le squelette, on ne va pas aller se mettre à faire du jogging. On va avoir des activités plutôt portées, comme le vélo, comme la natation, ou éventuellement des choses avec moins d'impact, comme la marche rapide. Donc ça, c'est des choses dont il faut tenir compte, et puis éviter le côté inflammatoire. Et donc là, pour le coup, ta tisane articulation aura toute sa place pour pallier effectivement en post-activité à cette inflammation qui peut monter, notamment au démarrage. Et puis boire suffisamment, évidemment, derrière pour éliminer les déchets et éviter les tendinites. Enfin bon, voilà. Après ça, on peut, pareil, je peux faire tout un chapitre sur les blessures, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, on est d'accord. Voilà. Alors on va passer à la dernière question avant à la fin de ce live, de donner les 5 conseils pour une perte de poids durable dans le temps, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est comment stabiliser, en fait, perdre du poids, ça peut être parfois facile, mais le plus dur, c'est de conserver des bonnes habitudes
et d'avoir un poids stable. Donc, je voudrais que tu nous parles d'un sujet important, et ça sera la dernière question. Le sommeil joue-t-il un rôle dans la prise de poids? Si je dors bien ou si je dors mal, quelles conséquences ça a sur la prise de poids? Au vu de ta réaction, j'ai compris que ça joue beaucoup. Oui, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, effectivement. Un manque de sommeil, en fait, vient perturber au niveau hormonal, encore une fois. Quand on manque de sommeil, on vient faire baisser une hormone qui s'appelle la leptine. Cette hormone, c'est l'hormone de la satiété. Donc, il y a moins de ressenti de la satiété. Et à la place, on vient booster une autre hormone qui s'appelle la gréline. Et cette hormone, c'est l'hormone qui vous ouvre l'appétit. Donc, on vient avoir un appétit plus grand et en plus, cette gréline, elle a tendance à nous orienter plutôt vers les chips et les fraises tagada. Alors, c'est pas désagréable, hein. Moi j'aime bien une petite fraise tagada de temps en temps, mais voilà, si on en consomme un peu trop, ça va pas le faire. Et du coup, c'est vrai que le manque de sommeil, c'est déjà en deçà de 6 à 7 heures. Alors, on n'est pas tous égaux avec le sommeil. Il y a des personnes qui physiologiquement ont besoin de moins de sommeil que d'autres. Donc, c'est vrai que c'est une moyenne qui est donnée à réajuster en fonction des personnes. Mais des durées de sommeil, par exemple, de 4, 5 heures par nuit, c'est vrai que c'est pas suffisant et on va avoir des déséquilibres au niveau de ces hormones et on va avoir du coup une tendance à manger plus, ne serait-ce que pour compenser cette fatigue pour arriver à tenir le coup sur la journée. Donc, alors c'est pas parce qu'on n'a pas dormi suffisamment une nuit que ça va devenir problématique, hein. C'est vraiment sur des actions répétées. Et effectivement, donc avoir un bon sommeil est important. Et là où ça devient compliqué parfois, mais c'est chez les personnes qui travaillent la nuit. Malheureusement, c'est pas physiologique. On est des animaux diurnes, on n'est pas nocturnes. Et c'est vrai que chez ces personnes-là, elles ont plus souvent, alors elles arrivent à trouver un équilibre, hein, qui va se créer après si elles arrivent à avoir un rythme à peu près régulier, mais chez beaucoup de personnes, c'est vrai que des personnes qui travaillent la nuit, on a du mal parfois à faire perdre du poids. C'est plus compliqué. On y arrive, mais c'est plus compliqué. Ok. Voilà. Donc, ce qui peut être intéressant, donc c'est d'associer l'univers de la plante avec le sommeil, notamment avec la tisane doux sommeil qui a une composition et un mélange intéressant pour venir apaiser, pour se détendre. Donc on en a déjà parlé, je ne vais pas y revenir dessus, mais voilà, c'est intéressant d'associer l'univers des plantes justement pour venir traiter des petites problématiques du quotidien avec des mélanges qui vont pouvoir améliorer votre sommeil. Donc ça, c'est aussi intéressant. Puis après, on a aussi l'état émotionnel. Tu as la camomille aussi. La camomille, ça c'est une pépite dont je parle beaucoup parce que c'est quand même facile à trouver et c'est vraiment exceptionnel. Même fraîche, c'est encore mieux pour ceux qui peuvent la faire pousser parce que c'est pas très dur à faire pousser. Voilà, mais oui, la camomille, c'est un choix en or parce que c'est aussi une pépite. Ok, donc pour résumer, donc le sommeil il joue un rôle important sur la prise de poids ou la perte de poids. Donc, il vaut mieux avoir un bon sommeil, justement, pour que le corps puisse être opérationnel pour la perte de poids. Ok. Écoute, je te propose de passer pour clôturer aux 5 conseils pour une perte de poids durable dans le temps. Donc, je vais les énoncer. En gros, ça va reprendre en fait tout ce qu'on a vu, mais pour que ça soit clair, je vais vous refaire un petit check-up de tout ce que Véronique nous a dit. Il y a beaucoup d'informations. Donc, premier conseil, il faut une réorientation ou une adaptation alimentaire personnalisée. Donc, en gros, ce qui est important, c'est qu'il faut
pas hésiter à se faire suivre. Si vous êtes en capacité de vous débrouiller tout seul, de vous informer tout seul et d'arriver à obtenir des résultats seul, foncez, faites-le. Si ça marche, tant mieux. Mais ce n'est pas toujours évident parce que ça demande des connaissances. Oui. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'hormones et de choses, enfin, des mots qu'on ne maîtrise pas tous. On n'est pas tous des experts et bien heureusement, c'est comme ça. Mais c'est important d'avoir un suivi et de ne pas hésiter à aller voir un professionnel pour mieux comprendre son corps et comment il fonctionne. Voilà, ça c'est important. C'est pour ça qu'on parle du mot personnalisé. Hein, ça ne se trouve pas dans les magazines d'été. Vas-y, je te laisse. Je vois que tu as envie de venir compléter. Oui, je voulais juste te dire, c'est simplement dire aussi qu'on est souvent son plus mauvais thérapeute. On n'est pas toujours objectif avec soi ou on n'a pas toujours envie de voir. Je dirais même par exemple, moi, je sais que souvent je demande à d'autres professionnels quand j'ai un doute, même si on sait au fond de nous, il y a des choses, on n'a pas envie de les voir. Donc c'est pour ça que c'est aussi bien des fois d'avoir un avis extérieur. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Okay. Super, voilà. Donc, il faut donc voilà, adapter, se faire suivre. Voilà, c'est important de se faire suivre. Si vous savez vous débrouiller, faites-le. Sinon, faites-vous accompagner, c'est super important et vous verrez que les résultats sont magnifiques et ça change vraiment la vie des fois sur des thèmes bien précis. Deuxième conseil, donc une aide et un soutien dans la gestion du stress et de l'humeur, donc orientation vers un professionnel si besoin. Donc ça, pour résumer, c'est difficile de régler, d'arriver à faire de la perte de poids, de faire quelque chose de vraiment de propre, de bien, de bonne perte de poids, bien équilibré, si on n'est pas bien dans sa tête. Je pense que la priorité, c'est d'abord de régler un état émotionnel instable lié à l'enfance, lié à diverses choses de la vie, parce qu'on a tous nos expériences. Et ça, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en capacité d'aider. Et je trouve que c'est quand même important de le préciser. Comme j'ai pu recevoir Lauriane, qui est hypnothérapeute. On n'y croit pas. Chacun ses opinions et chacun ses choix. Mais encore une fois, il y a des gens qui sont en capacité de vous aider et de vraiment de changer les choses. Je parle en connaissance de cause. Hein, voilà, mais vraiment, c'est pas un jugement ou imposé. Chacun, vous faites comme vous voulez. Mais ça existe. Et pourquoi pas essayer? Il n'y a rien à perdre. Donc, l'hypnothérapie, c'est quelque chose d'intéressant. Naturopathe, c'est intéressant. Diététicienne, c'est intéressant. Psychologue, aujourd'hui, il y a 1000 métiers qui permettent. Il faut trouver celui qui vous fait du bien, mais essayez. Ne soyez pas réfractaire et de dire ça marche pas, c'est rien, c'est du vaudou. Voilà. Bon, de toute façon, je partais du principe que seul, vous aurez toujours raison. Il n'y a personne qui viendra dire que vous avez tort si vous êtes tout seul à penser que vous avez raison. Donc, de temps en temps, on sort un petit peu de sa zone de confort et on n'hésite pas à demander de l'aide. Je trouve que c'est important. Voilà. Tu voulais peut-être compléter quelque chose ou... Non, je trouve que c'est ce que tu dis, c'est très juste et effectivement, je sais que je trouve le côté naturopathie va avoir une vision globale de la personne qui va pouvoir déjà aider dans cette gestion du stress, de l'humeur, via des plantes, via l'alimentation, via plein d'autres choses, mais de voir la technique qui va le mieux à la personne et ce qu'elle a envie d'aller voir et si elle est prête à y aller. Donc, tout va dépendre de la problématique de fond qu'il y a derrière. Mais comme tu le dis à juste titre, effectivement, les émotions derrière, le stress, tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus et qu'on n'a pas mis ce qui va bien en face pour faire baisser l'intensité, on aura du mal dans la gestion du poids derrière et d'apporter les corrections qui vont bien. Par tous les dysfonctionnements, on va pas refaire le point qu'on a abordé tout à l'heure. Donc oui, okay. Tout à fait d'accord. On va passer au troisième conseil. Donc une aide temporaire micronutritionnelle. Alors c'est Véronique qui a écrit, hein, c'est très technique, c'est pour ça que je reprends. Une aide temporaire micronutritionnelle, donc après une mise en évidence des carences et de l'usage des plantes si besoin, phytologie. Donc pour résumer, et ça Véronique le fait extrêmement bien puisque j'ai pu être accompagné par elle. C'est pas parce qu'on vend des plantes et qu'on a des connaissances qu'on n'a pas besoin des autres. Moi encore une fois j'ai fait appel à ses services pour traiter un cas spécifique. Aujourd'hui, on a parfois des besoins à certains moments de l'année
de certains apports, de certains besoins, parce que le temps change, parce qu'on ne fait pas la même activité, parce qu'on a vécu quelque chose. Et aujourd'hui, en tout cas pour mon expérience personnelle, la naturopathe, donc Véronique par exemple, a été en capacité de diagnostiquer mes problèmes, les carences, avec donc l'appareil, je ne sais plus celui qu'on pose sur en bas de la jambe, sur le talon. Et de diagnostiquer qu'est-ce qui va pas. Donc à partir du moment où on a compris qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai pas, ben, il suffit juste d'apporter les plantes ou les compléments qui sont nécessaires à mes carences. Et une fois qu'on a traité les carences, on peut passer à l'étape 2. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'on voulait dire. Tu veux peut-être compléter, mais en tout cas, au niveau du conseil numéro 3, c'est faire appel à une professionnelle pour aller comprendre et chercher les carences pour les éliminer. Oui. Ben alors, voilà. C'est bien. Peut-être quelque chose à dire. Oui, c'était juste en fait le côté effectivement recherche et ce qu'on avait recherché. Moi, je recherche certains déficits dans certaines vitamines ou dans certains oligo-éléments, donc c'est ce nom-là. Hein, je suis désolée, hein, même si c'est trop technique, c'est comme ça, qui vont induire beaucoup de dysfonctionnements par rebond. Et qui seront importants sur X problématiques. Donc là, sur la problématique pour laquelle, Alex, tu étais venu me voir, mais pour d'autres problématiques après, voilà, il y a la possibilité d'avoir accès à ces recherches que ne font pas faire forcément tous les médecins et qui sont une aide et complémentaire à ce que va faire le médecin à côté. Moi, je ne suis pas là en opposition au médecin. Je suis là pour être complémentaire sur ce qui n'est pas fait à côté par le médecin et donc en prévention pour éviter un dysfonctionnement plus important ultérieur. Voilà, c'était tout ce que je voulais ajouter, Alex. C'est parfait, je confirme. Conseil numéro 4. Donc, une remise en forme en mouvement ou adaptation de l'activité si besoin. Ben, en gros, je vais résumer, hein, on n'a pas besoin de débattre 3 heures. Le sport est important, il faut s'y remettre. Le plus dur, c'est de lever ses fesses du canapé. Hein, j'entends souvent cette phrase. Hein. Faites du sport en groupe. Il faut trouver un équilibre par rapport à ça. Et allez-y à votre niveau. Ne vous prenez pas pour des Kenyans alors que vous venez juste de commencer. Il n'y a aucune honte, il n'y a aucune gêne à s'arrêter pendant un footing. Il n'y a aucun problème à aller moins vite que les autres. De toute façon, il y a toujours, pour ceux qui pratiquent par exemple le footing comme moi, j'ai toujours un gars qui est devant moi. Il y a toujours un gars qui est meilleur que moi. Donc, de toute façon, je ne peux que progresser puisque j'ai toujours quelqu'un de meilleur devant moi. Donc, l'activité sportive, c'est important. Et en plus, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au moral. Voilà. On va passer à numéro 5. Et donc, la dernière. Donc, un meilleur sommeil, recalage, mais aussi dépistage éventuel des apnées du sommeil à ne pas négliger. Alors, pour la partie sommeil, donc c'est très simple. Après, je te laisserai juste un court instant pour la partie apnée. Si vous voulez aujourd'hui perdre du poids, si vous voulez que ça fonctionne et que ça soit durable dans le temps, il faut trouver un équilibre au niveau de votre sommeil. C'est indispensable. Donc, si vous êtes quelqu'un qui dort très bien, sans rien boire, pas de tisane, rien, tant mieux. Tant mieux, ne prenez rien, au pire pour le goût, pour continuer d'être comme vous êtes. Ne changez rien à vos habitudes. Mais à un moment, n'hésitez pas à faire appel, et pas forcément des médicaments. Il y a aussi des choses naturelles qui se pratiquent, comme la camomille, voilà, des mélanges assez sympas par exemple, que je propose. Ce moment en fait où vous dégustez une boisson chaude assis dans un canapé avec votre compagne, votre compagnon, c'est un moment agréable de détente. Donc les plantes sont d'autant plus efficaces quand vous êtes dans un état émotionnel agréable, dans un environnement sain. Voilà. Donc le sommeil se joue aussi par les bons moments que vous pouvez passer ensemble. Vous voyez, il n'y a pas besoin de médicaments des fois. Juste un bon moment avec celle qu'on aime ou ceux qu'on aime, bah, ça fait juste du bien à la tête. Et la tisane, elle vient derrière faire le petit bonus. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler rapidement, vraiment rapidement, parce qu'on a vraiment dépassé, c'est super intéressant, mais de l'apnée du sommeil.
Alors, l'apnée du sommeil, en fait, ce sont des pauses respiratoires qui sont faites pendant la nuit. Donc, on en fait tous. L'idée, c'est de ne pas en faire beaucoup, hein. Qu'on en fasse 2, 3, 5 par heure dans la nuit, c'est pas problématique. Ce qui devient problématique, c'est quand ce nombre de pauses se répètent, hein. Il y en a qui ont 30, 40, même des fois plus de pauses par heure, ce qui veut dire que le cerveau est en alerte en permanence et qu'il n'y a pas de sommeil réparateur parce que vous respirez plus, vous allez mourir. Donc vous avez des micro-réveils en permanence et vous n'allez pas ou très peu en sommeil profond. Donc du coup, le résultat derrière, c'est que, on a vu tout à l'heure, le sommeil, mauvais sommeil, on déséquilibre donc les hormones leptine, ghrelin dont on a parlé tout à l'heure. Et puis en plus, cela induit des risques de pathologies cardiovasculaires importantes, donc des problématiques d'hypertension, des problématiques de diabète potentiel qui vont être augmentées et majorées. Donc c'est pour ça que c'est important et ça se corrige et ça se contrôle, soit avec un pneumologue ou un médecin généraliste ou un spécialiste du sommeil. Voilà, c'est très simple à faire, mais ça peut être important et ce n'est pas qu'une question de poids, hein. Il y a des personnes minces qui aussi font des apnées. Voilà, j'ai été okay. synthétique. Eh bien, écoute, de toute façon, c'est assez clair. Écoutez, on vous remercie de votre participation. Vous avez été quand même nombreux. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions qui sont un peu plus personnelles ou un peu plus poussées, on va vous communiquer les coordonnées de Véronique si vous souhaitez en savoir un peu plus sur vous et peut-être traiter des problématiques qu'aujourd'hui vous n'avez pas réussi à répondre tout au long de votre parcours. Donc je vous invite aussi à retrouver ma belle faute d'orthographe, mais j'ai juste oublié un truc. Mais c'est pas grave. C'est sur douceurté.com où vous pourrez un petit peu retrouver toutes les tisanes dont on a parlé. Bien sûr, je reste disponible pour vous accompagner dans la sélection. Véronique, je te remercie vraiment pour cet excellent moment. C'était extrêmement instructif, c'est très intéressant. On a même dépassé parce que c'était tellement intéressant. Mais voilà, on a traité un sujet qui était important. Et donc, pour répondre en gros à la question, la balance est-elle une menteuse? Tu nous réponds. Ben oui, parfois. Elle peut être une menteuse. Voilà. Voilà. Bon, eh ben, je vous remercie à tous merci à toi. de votre participation. Véronique, je te dis à très bientôt puisque on a le plaisir de travailler fréquemment ensemble pour faire la sélection des plantes. Et je m'appuie beaucoup sur des professionnels avec des vraies compétences et des personnes de confiance aussi, parce que c'est important aujourd'hui de ne pas proposer des produits comme ça à la va-vite pour gagner de l'argent. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de répondre à des besoins et des attentes et de faire du bien et que ça soit santé gourmand. Voilà. Eh bien, écoutez, on va vous communiquer les coordonnées de Véronique pour ceux qui souhaitent plus d'informations, plus de détails, comprendre mieux un petit peu tout ça. Et on vous dit à très bientôt pour la vidéo du 21 juin que je vais publier avec Florian, spécialiste coach sportif, où on va décrypter le sport avec des fausses idées sur le sport. Voilà, donc je vous dis au 21 juin. Véronique, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Salut à tous.